Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Garland Nixon ici. Ah mince, j'ai toutes sortes de choses en cours. J'ai parlé avec Larry et Scott plus tôt, et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dépensé ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je veux parler avec André d'une perspective différente, une perspective complètement différente ici. Maintenant, et laissez-moi juste dire ceci en tant qu'ancien enquêteur, voici ce que je dirais aux gens. C'est bien de spéculer, c'est bien de deviner. Eh bien, nous pensons peut-être quelqu'un a vendu la mèche. Nous pourrions, peut-être que quelqu'un ne l'a pas fait. Peut-être qu'ils se sont infiltrés, peut-être pas. C'est correct de spéculer. Voici l'erreur que les gens font. Mais ne prétendez pas que vos spéculations sont factuelles. Tout le monde spécule, allez-y, supposez. 28, nous sommes à 28 à 29 heures de là. Je pense qu'au fil des semaines, nous en apprendrons de plus en plus. Quelqu'un a-t-il vendu la mèche? C'est possible. Non? Était-ce? Leur armée était-elle tout simplement trop faible pour se défendre de quelque manière que ce soit? C'est possible. Mais laissons. Tout le monde spécule. J'ai mes spéculations, mais je ne vais pas prétendre que mes spéculations sont factuelles. Spéculons tous, et au fil des semaines, je soupçonne. J'ai dit cela. Je pense que c'est le discours de mission accomplie de Trump. Mission accomplie, nous avons gagné. Eh bien, nous verrons. Nous verrons, mes amis, comment cela se déroule. Mais voici ce dont nous voulons parler. Vous savez, l'une des choses du point de vue russe. Voici ce que j'ai entendu. Les Russes doivent faire ceci. Les Russes doivent faire cela. Les Russes devraient participer. Les Russes devraient envoyer des navires. Les Russes devraient faire ceci. Les Russes font face à une menace existentielle. Vladimir Poutine a 150 millions de personnes qui sont sa responsabilité et, oui, leur avenir. Et ce qu'il doit faire, c'est d'abord et avant tout. Premièrement, je vais le formuler comme ceci. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement et cinquièmement, il doit faire face à sa menace existentielle. Premièrement, mais c'est aussi une menace existentielle pour le monde lorsque la Russie est menacée, car ce sont des puissances nucléaires. En réalité, je suis allé au Venezuela. J'aime le peuple vénézuélien. Nous mourrons tous s'il y a un échange nucléaire. Donc, ma position envers ceux qui disent que la Russie doit faire ceci, cela et encore ceci, la Russie, pour être franc, doit d'abord et avant tout faire face à la menace à sa frontière, afin qu'elle puisse gérer cela sans que tout le monde ne soit grillé. André? Eh bien, je veux dire, oui, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Cependant, à ce stade, il est clairement évident, d'après toutes sortes de données différentes qui circulent, pour ainsi dire, eh bien, l'armée vénézuélienne a trahi Maduro, tout simplement. Oui, c'est juste, c'est clair maintenant, c'est un fait froid et dur. Parce que même hier, il y avait des rapports selon lesquels leur système de défense aérienne avait été désactivé, le radar avait été désactivé. Donc, d'accord, c'est la première, vous savez, indication de ce qui se passe. Donc, ça n'a pas d'importance. Et j'ai déjà parlé de ces choses aujourd'hui. Et écoutez, ne nous lançons pas là-dedans, parce que je vais répéter ce que tout le monde dit, que oui, c'est un crime international. L'administration Trump est un groupe de criminels de guerre et des choses comme ça. C'est essentiellement un enlèvement, un changement de régime, et toutes ces, vous savez, histoires de faits sur l'armée. Ils ont soudoyé les forces armées vénézuéliennes et plusieurs membres de l'élite politique sur place, et ils ont vendu Maduro. Tout simplement. Et nous devons faire face à la réalité. C'est l'Amérique latine. Ils sont tous comme ça. Leurs sociétés sont, vous savez, compréhensibles du tiers-monde et sous-développées. Mais la plupart de leurs gouvernements, y compris un pays aussi puissant que le Brésil, par exemple. Vous vous souvenez de ce qui arrive à Lula, Bolsonaro, tout ce remaniement. Vous ne pouvez tout simplement pas changer la dynamique de ces sociétés parce qu'elles sont, après tout, non seulement dans l'arrière-cour des États-Unis, ce qui est maintenant sa doctrine Monroe 2.0. C'est absolument clair. Évidemment, du point de vue des États-Unis, en dehors de tout cela étant le projet favori de ce garçon Marco Rubio, il s'agit de toutes les raffineries de pétrole du Texas qui dépendent du pétrole vénézuélien, tout simplement. Et la fameuse fable d'Ivan Krylov sur le mouton et le loup qui disait « Tu es coupable juste parce que je veux manger, tu sais ?» Donc c'est ce que nous avons. Alors, n'allons pas là-bas et continuons tout ce déferlement de, vous savez, indignation et, vous savez, toutes sortes de colères justifiées. Mais le point est qu'ils ont vendu, tout simplement, et cela s'appliquera à peu près à toutes les forces armées en Amérique latine et centrale. Et le fait est que cela ne serait pas. Ce ne serait pas différent avec quelques différences mineures, comme par exemple au Mexique.
cela aurait été différent au Brésil. C'est pareil pour le Chili, surtout en considérant le fait que, un, très sérieux, ce qu'on appelle leur pro-Amérique, vous savez, sentiment pro-américain qui a toujours existé là-bas. Et peu importe ce que vous leur faites ou comment vous les entraînez, à moins que vous n'ayez la cohésion de la société, et surtout au sein de vos élites politiques militaires, vous êtes morts quoi qu'il en soit. Les États-Unis viendront vous chercher parce qu'ils embarqueront tout le monde, y compris vos proches là-bas, vous savez, et ils vous le vendront. Ils vous les apporteront sur un plateau. Et c'est exactement comme cela s'est passé. Et eh bien, c'est maintenant à l'armée vénézuélienne de faire face au fait qu'elle est l'armée syrienne, ce qu'ils sont actuellement. Et vous savez, personne n'essaie même de stopper quoi que ce soit. Alors, eh bien, que puis-je dire? C'est comme ça. Le peuple vénézuélien doit y faire face, quoi qu'il veuille affronter. Mais à en juger par la réaction qui se produit actuellement, eh bien, nous devons attendre et voir. Je suis d'accord avec vous, vous savez, il est trop tôt pour juger quoi que ce soit. Mais le point est que c'est un enlèvement pur et simple. C'est du style mafieux, vous savez, c'est Luchaga, c'est Panama, vous savez. Donc c'était à peu près l'étendue des capacités militaires des États-Unis. Et ils savent, ils ont de bons psychologues légistes. Et ce que ça, c'était Terrain. Comment ça s'appelait ce programme? Terrain, un programme au Pentagone après le 11 septembre. Et je pense qu'il est toujours fondamentalement actif malgré le fait qu'ils ont dit qu'il était fermé. C'est fondamentalement, un programme anthropologique qui étudie les gens, les sociétés, du point de vue de leurs réactions et comment les supprimer, comment les manipuler. Donc, c'est à peu près tout. Encore une fois, vous devez également garder à l'esprit que je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine. Je connais comme Cinco de Mayo. C'est Mucha Gracia et c'est le ex-o no pasaran. C'est l'étendue de ma connaissance de l'espagnol. Donc dans ce cas, je ne suis pas une bonne source et je n'ai aucune source intérieure, vous savez, en gros à l'intérieur ou quel que soit le Venezuela ou ailleurs là-bas. Mais c'est la réalité et nous vivons ce dont j'écris depuis des décennies maintenant, le monde fragmenté, le nouvel ordre mondial, les États-Unis s'affirmant dans l'hémisphère occidental, les raffineries de pétrole du Texas doivent fonctionner. Vous savez, donc, et certaines personnes doivent faire des profits. Donc laissez le Danemark et le Groenland y réfléchir maintenant. Oh oui, clairement, ils vont devoir prendre le Groenland. Oui, c'est ça. Et le Danemark ne fera rien. Et le Danemark et les Chihuahuas ne feront rien. Bien sûr, ils ne feront rien. Absolument. Ils le remercieront? Oui, encore une fois. Ils remercieront Trump de s'en occuper. Oui. Oui, l'Europe n'est pas un sujet des relations internationales. C'est un objet. Ce sont des chihuahuas pathétiques militairement de seconde main au mieux. Et la seule chose qui se démarque là-bas est la France grâce à sa dissuasion nucléaire indépendante. À part cela, c'est juste, ces forces armées sont c'est une blague. Vous savez, ils ne vont pas combattre, vous savez, les États-Unis. Et les États-Unis ont toujours, vous savez quoi, un avantage militaire dramatique sur la France elle-même s'ils ont besoin de la submerger. Mais c'est à peu près l'étendue de ce que l'armée des États-Unis peut faire. Mais oui, c'est ce que ça. C'est comme ça. Et vous avez absolument raison de le dire. Pourquoi les Russes devraient-ils vraiment s'en soucier, sauf Gazprom, par exemple, et vous savez, Rosneft, et ce que vous voulez. Ils avaient ces contrats avec le Venezuela, et que puis-je dire? En fait, environ 80% de ce pétrole vénézuélien part en Chine. C'est un problème chinois en ce moment, pas russe. Eh bien, en fait, pour les Russes, et soyons cyniques, c'est bon pour la Russie. Et vous savez pourquoi, objectivement? Plusieurs raisons, certainement. Oui, pour plusieurs raisons. Oui, vous vous souvenez de 1999 et du viol collectif de la Yougoslavie. Les Russes avertissaient les États-Unis, vous établissez un précédent. Eh bien, devinez quoi? Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? 2014, la Crimée et des choses de ce genre. Voilà. Les gens ont le droit à l'autodétermination. Et les Criméens voulaient désespérément retourner en Russie, tout comme les républiques du Donbass. Et donc, beaucoup de nouvelles dynamiques là-bas, mais encore une fois, vous avez tout à fait raison, c'est ce moment de mission est accompli pour eux. Trump le est évidemment parce qu'il veut avoir l'air cool, vous savez, mais d'autres personnes autour de lui le font pour leur intérêt personnel, comme Marco Rubio. Il déteste Maduro, et c'est vous savez, le parent du baron de la drogue cubain, vous savez donc. Et voilà. Et tout pays qui est la majorité des pays d'Amérique latine, qui a un commerce de drogue adjacent établissements qui sont bien sûr des cartels. Bonjour, regardez le Mexique, regardez la Colombie, regardez le Venezuela. Vous savez, votre système politique n'est pas viable.
c'est fondamentalement, comment dire, la couverture pour les autres processus très néfastes qui s'y déroulent. Et d'un autre côté, quoi que fassent les États-Unis, cela ne mettra pas fin au trafic de drogue parce que ce sont les banques qui le financent. Non, non, non. Les banques, chaque fois que vous retournez, une autre banque se fait prendre. Donc tout ce qu'ils feront, c'est dire, eh bien, maintenant nous dirigeons le trafic de drogue, parce que s'il y a un trafic de drogue là-bas, ils vont juste le prendre en main et dire, nous le dirigeons. De la même manière qu'ils volent le pétrole, ils prendront le contrôle total du trafic de drogue. Oui, je pense aussi. Parce qu'il n'y a pas d'honneur entre voleurs. Absolument. Et c'est fondamentalement le sommet du développement de cela, pour ainsi dire, qui est maintenant, non pas mondial, mais le monde occidental et la civilisation occidentale dans la façon dont elle s'est dégradée. Mais encore une fois, les États-Unis émergent ici comme ce que tout le monde a compris. Les États-Unis veulent leur doctrine Monroe 2.0. Ils veulent garder l'hémisphère occidental pour eux seuls. Et l'Amérique latine ne va pas s'y opposer, vous savez, pour un certain nombre de raisons. Parmi elles, évidemment, la séparation par l'océan, contrairement à ce qui était avec les Iraniens farcis. Et encore, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Le Venezuela ne peut que rêver du programme de missiles iranien et de la détermination à faire sauter, vous savez quoi, Israël. Et comme ils ont juste, eh bien, vous savez, averti que les bases américaines sont des cibles légitimes aux États-Unis, bien sûr, parce que Venezuela est géographiquement proche. Toute attaque contre les États-Unis propres ou le continent américain par, disons, le Venezuela, s'ils avaient même la volonté et la puissance de le faire, aurait été considérée comme leur fondamentalement un déclencheur pour inclure l'utilisation des armes nucléaires. C'est ainsi que les États-Unis opèrent. Il ne peut pas mener une véritable guerre. Et donc, pendant que ce triomphe à la Maison-Blanche et au Pentagone continue, ce qui est encore une opération d'enlèvement, c'est ce que c'est, vous savez. Donc, ils l'ont fait à peu près comme ils le font toujours avec le tiers-monde. Ils l'ont acheté, aussi simple que ça. Et oui, vous savez quoi? Objectivement, si vous pouvez faire cela, vous le faites, point final. C'est ce que les États-Unis faisaient principalement avec le tiers-monde, c'est le changement de régime. Ils ont essayé de le faire en Russie, cependant. C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Oui, je veux dire que c'est terrible. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous savez, on espère qu'à long terme, les Vénézuéliens pourront résister et agir. Vous savez, une insurrection, peu importe. Mais c'est ce que les États-Unis ont fait en 1953 en Iran. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas nouveau. Pour la Russie, c'est oui. Et vous pourriez continuer encore et encore. C'est ce que les États-Unis font encore et encore. Mon Dieu, combien de pays avons-nous renversés? C'est ce que font les États-Unis. Je pense aussi que les Européens doivent examiner cela, parce qu'ils doivent le regarder et dire, vous savez quoi? Ils sont vraiment sortis d'ici. Les vrais Européens doivent le regarder et ils doivent penser que les États-Unis retirent leurs troupes et quittent l'Europe et les Européens se retrouvent avec le sac. Vous savez, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, les Britanniques et les Américains les ont entraînés dans ce désastre en Ukraine. Beaucoup de Britanniques, mais maintenant ils se retrouvent avec le sac. Ils sont fauchés, tout est cassé pour eux. Ils n'ont pas d'argent, pas d'avenir, mais maintenant ils ne peuvent pas trouver d'argent pour l'Ukraine. Tout s'effondre. Et rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 2 ans, j'ai dit, les États-Unis exerceront l'option Samsonite, ils feront leurs valises et iront en enfer. Oui, ils partiront. Et ils le font en ce moment. Oui, absolument. Et les États-Unis se sont surétendus. Toutes ces idées à propos, vous vous souvenez de la nouvelle, vous savez, de la doctrine du nouveau sanctuaire américain, de toutes ces absurdités, vous savez, produites par des imbéciles avec zéro compréhension de la géopolitique moderne. Il faut raccourcir leur ligne de front. C'est tout à fait naturel parce que, encore une fois, lisons la doctrine Monroe, une régionale, vous savez. Évidemment, tout le monde dira maintenant que, eh bien, elle a été écrite pour les Européens. Nous ne nous mêlons pas de vos affaires. Vous ne vous mêlez pas des nôtres. Mais au final, tout était très bien défini géopolitiquement. L'hémisphère occidental, c'est la priorité fondamentale des États-Unis. Et oui, c'est le plus grand pays de l'hémisphère occidental, le plus puissant. Et oui, il est intéressé à maintenir ces régimes politiques en Amérique latine faible, corrompus, totalement contrôlables, et c'est ce que nous continuerons. Et oui, comme vous l'avez bien dit, nous devrons attendre et voir. Mais l'armée du Venezuela s'est déshonorée. D'accord, c'est aussi simple que ça. Ils sont une autre itération de l'armée syrienne qui a résolu. Vous savez, alors c'est juste une question de prix, combien vaut un amiral ou un général en Amérique latine. Ce n'est pas une question de valeur, mais de prix. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Vous savez, ils ont juste leur gu. Ouais. Avec les épaulettes, avec l'étiquette de prix dessus. Vous savez, donc, pour ça, tout le monde sait. Oh, d'accord, tu vaux combien? 2 millions de dollars. D'accord, nous savons cela. Donc, après cela, vous arrêtez d'exercer vos fonctions.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils avaient tous les capteurs éteints. Vous savez, l'autre partie de cela est la suivante. Comme les États-Unis. Vous savez, Boris Johnson a révélé cette histoire quand il a dit, eh bien, si nous perdons cette guerre, alors l'hégémonie occidentale est perdue. Johnson l'a dit parce qu'il le savait et je suis d'accord avec lui. Dans une certaine mesure juste. Sauf que je suis d'accord que c'est déjà parti. Ils n'ont pas besoin de perdre la guerre parce qu'ils ont déjà perdu la course aux armements. Mais voici mon point. Tu vois. Numéro 1, regardez ce que fait la Russie. Je vous dis où ils ne font pas de changement de jeu. La Corée du Nord. La Corée du Nord possède des armes nucléaires. Étage B, la Russie arme la Corée du Nord jusqu'aux dents. J'ai aussi vu récemment, vous l'avez peut-être vu, où le président Poutine a dit qu'il fournissait des moyens militaires. Comme les dernières avancées militaires, je les appelle les stands. Vous savez, je ne sais pas quel stand c'est. Je n'arrive pas à le prononcer. Mais donc, ils les réarment. Alors, ce que les Russes font, c'est dire, regardez, la Russie n'est pas le genre de puissance qui va partout dans le monde. Ce n'est pas un empire. Nous allons partout dans le monde et nous allons traverser le monde et arrêter ceci ou cela. Ce n'est pas ce que... C'est ce que fait la Russie et c'est pourquoi les États-Unis se désagrègent et la Russie en est consciente. Nous nous effondrerons comme eux. Nous tomberons en morceaux si nous essayons de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire diriger le monde entier. Voici mon point. Ce que la Russie fait, c'est armer, sécuriser, vous savez, renforcer tout dans sa région pour pouvoir se protéger dans sa région. C'est vrai. Et les États-Unis observent cela en disant, nous ne pouvons pas nous risquer face à la Russie dans cette région. Nous y arrivons. Et ce que les Européens ne veulent pas entendre. Les États-Unis reconnaissent cela d'une certaine manière. Pas vraiment. Ils ne le reconnaîtront jamais vraiment. Oh non, c'est tout du PR, oui. Mais ils vont physiquement le reconnaître. Oui, ils le font concrètement. Oui, comme vous l'avez dit, une option de ce soir. Et le point est, je le répète sans cesse, les forces armées des États-Unis, elles ont le haut tableau d'organisation et d'équipement des années 1990. Ils sont bons pour des opérations comme celle-ci, vous savez, le kidnapping de quelqu'un, vous savez, le changement de régime dans le tiers-monde, enfin, essentiellement pays. À part cela, je veux dire, ce n'est pas une force capable de combattre la guerre continue. Elle ne le peut tout simplement pas. Elle ne pourra même pas se déployer. Mais en conséquence, ils ont peut-être donné aux Russes un atout, clin d'œil, que les Russes ne voulaient pas nécessairement, mais c'est bien de l'avoir. Surtout quand on considère le fait que, encore une fois, gardez à l'esprit que les troupes russes sont maintenant à moins de 11 km de Zaporijia. Et c'est une ville de 740 000 habitants. C'est un centre industriel majeur et vous savez, politique et régional en Ukraine. Donc, comme vous pouvez le comprendre, tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. Et en conséquence, quoi, les États-Unis ne vont pas mener cette guerre, ils seront anéantis et ils ne peuvent même pas déployer une force adéquate. Premièrement, ils n'ont pas la force adéquate, à moins de lancer une conscription totale, vous savez, ce qui créerait la révolution aux États-Unis. Et deuxièmement, oui, l'Europe est pathétique, nous le savons, et tout ce, vous savez, discours en l'air qu'ils purgent. Donc, eh bien, l'administration Trump avait besoin d'un peu de victoire, et ils ont donc obtenu cette victoire qu'ils peuvent. Surtout Trump, il aime se vanter de combien c'est formidable, vous savez, donc. Mais oui, c'est principalement une question d'argent. Donc, et comme le dit le bon vieux proverbe, pas toujours vrai, mais célèbre, il n'existe pas de forteresse au monde qu'un âne chargé d'or ne puisse conquérir. Donc, il n'y a pas de... C'est juste, c'est comme ça. Et oui, nous venons de voir la manifestation de ce que nous devions savoir sur structure géopolitique, pour ainsi dire, dans les années à venir et que les États-Unis, oui, ils avancent lentement dans l'hémisphère ouest. L'une des choses, C'est un... je trouve intéressant que lorsque je regarde les commentaires et que j'écoute les gens parler, eh bien, les Russes sont naïfs, Poutine est naïf, il ne comprend pas. Écoutez, je suis allé à Moscou, j'ai pu rencontrer certains responsables russes, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient au courant de ce qui se passait, et j'en suis reparti avec ça. Les Russes savent exactement ce qui se passe, et ils savent exactement qui. Ils disaient, eh bien, maintenant les Russes vont voir comment les Américains sont. Les Russes savent exactement ce qu'ils... Ils n'avaient pas besoin de cela pour le comprendre. Ce à quoi ils ont affaire, ils savent ce à quoi ils ont affaire, et c'est pourquoi mon avis est le suivant. Eh bien, quelqu'un a dit que Poutine a admis qu'il était naïf. Non, il a reconnu, j'ai commis des erreurs. J'aurais dû faire ça, ou peut-être que j'attendais quelque chose. Mais ça n'a pas d'importance, ils savent où ils sont en ce moment, et ils savent ce qu'ils doivent faire, et je pense que ceci. Ils vont prendre chaque... Je pense que la côte de la mer Noire est faite, et je pense que si j'étais les Russes, le pont terrestre vers la Transnistrie, je pense que c'est fait. Je pense qu'ils vont détruire tout ce qu'ils peuvent. Ça pourrait bien être le cas, oui. Ça pourrait bien être le cas, surtout quand on regarde les événements d'hier. Mykolaïv est totalement sans électricité et quand on regarde aussi le résumé de cela, évidemment,
70% de leurs centrales thermiques, celles qui fonctionnent au diesel, au charbon et pour la production d'électricité en Ukraine, elles sont détruites et 30% des barrages hydroélectriques sont détruits. Nous assistons donc à une réduction catastrophique de leur production d'énergie. Et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez regarder les vidéos, vous savez, et Kiev devient complètement noir, tout est sombre. Donc ça va continuer et les restes de leur industrie seront bien essentiellement anéantis. Est-ce que vous avez essentiellement un pays déjà agraire et donc leur sort de Zaporizhia est bien scellé et après cela, la route vers Mykolaïv et Odessa pourrait être ouverte. Vous savez, donc c'est Kherson évidemment, c'est réglé fondamentalement en ce moment. C'est juste une question de comment cela sera réalisé et à quelle vitesse les Russes décideront de bouger. Il n'y a pas d'urgence. Les Russes ont besoin de ruiner complètement l'Europe, ce qui est déjà arrivé. Donc. Et les États-Unis seront impliqués dans leurs propres affaires, vous savez, dans l'hémisphère occidental pendant un certain temps. Et oui, les États-Unis sont dangereux uniquement dans le sens où un fou accède au bouton rouge. C'est à peu près tout. Militairement, les États-Unis ne sont pas très conséquents non plus. Et je veux dire, vous avez vu vous-même, les États-Unis ont été essentiellement démilitarisés, vous savez, complètement. Oui, je regarde maintenant et je comprends qu'ils sont, je veux dire, à seulement quelques kilomètres de Zaporizhia, la bande de Zaporizhia. Oui, moins de 11. Oui, moins de 11. Et souvenez-vous de cet article dans le New York Times. Il montre l'incompétence stupéfiante de l'établissement militaire américain. Le Pentagone est, oui, ils peuvent faire leur, vous savez, kidnapper le leader d'un pays du tiers-monde. Mais quand vous regardez ça, ils ont donné 30 mois aux Russes pour prendre Pokrovsk. Oui, vous avez vu vous-même comment cela s'est passé. Oui, Guliepoli n'était pas censé être pris pendant des mois, alors qu'il est maintenant à l'arrière des Russes. Oui, les gens ne comprennent tout simplement pas la guerre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la guerre continentale, de comment les Russes se battent. Ils n'ont jamais rencontré quelque chose de semblable. Et donc oui, mais pour l'instant, ils ont leur fait terme de kidnapping du leader de ce qui est essentiellement petit pays, petit au sens économique et militaire. Et oui, comme je l'ai déjà dit, soyons honnêtes, le peuple vénézuélien doit se regarder en face. Ils se sont déshonorés. Non seulement le peuple vénézuélien, mais aussi leur armée qui est totalement corrompue. Et maintenant, c'est trop tard. Quoi qu'ils essaient de faire, ils ne pourront jamais se laver de cela. Vous savez, ils se sont entachés, en gros, comme les Irakiens. Je regarde maintenant Zaporizhia, il y aura. C'est la traversée de la rivière dont tout le monde parle qu'ils vont. Ils prennent Zaporizhia, alors ils ont... C'est tout. Il n'y a plus de difficulté pour traverser la rivière. Et à ce moment-là, le Dnipro est profondément en difficulté. Cela dit, parce qu'ils peuvent venir de chaque côté. Il n'y a pas de véritable ligne de défense, ni de quartier ou de région renforcée là-bas. Donc oui, il suffit essentiellement de s'y rendre en voiture. Vous savez, des champs ouverts et vous savez, des prairies et des choses de cette nature. Donc oui, c'est ce que c'est. Et que puis-je dire? La dernière fois que j'ai vérifié, juste la statistique, j'en ai parlé, mais mon logiciel de montage vidéo, une bande de crétins en Australie, c'est un bon logiciel, mais ces crétins du service informatique ont décidé de proposer une nouvelle version de ce qui fonctionnait parfaitement depuis quelques années. Donc les imbéciles du service informatique ont décidé d'en prendre un nouveau, et devinez quoi? Ils plantent complètement. Cependant, j'ai tout de même réalisé le montage, et c'est pourquoi j'ai dû publier aujourd'hui la vidéo qui était non montée. Et certaines personnes demandent encore, bien que je l'ai écrit dans ma section de commentaires, que oui, c'est une vidéo non éditée. Mais le fait est que rien que cette année, pas cette année, l'année dernière, 2025, les données du ministère russe de la Défense qui sont extrêmement fallacieuses, c'est extrêmement conservateur parce qu'ils comptent seulement ce qu'ils peuvent confirmer par leur, vous savez, compte de champ de bataille qui est essentiellement des chiffres uniquement de leur tactique, même pas l'arrière. C'est essentiellement sur la ligne de contact de combat, donnant et recevant au fur et à mesure qu'ils avancent. Et donc le reste, ils ne comptent pas ce qui se passe dans l'arrière tactique, sans parler de l'arrière opérationnel. Et chaque jour, il y a vous savez, ils tuent les forces armées ukrainiennes là-bas. Et donc, ils ont donné tout au long de cette année 515 000 $, 515 785 pertes, dont toutes sont. Vous pouvez facilement le multiplier par au moins 2, mais ce serait au moins tué, bien qu'ils donnent toutes les pertes, les blessés, et
Donc, si les gens ne comprennent pas avec quels chiffres je travaille, par exemple, la plupart des gens du Pentagone ne comprennent pas. Et les gens de la CIA, ils n'ont pas de point de référence. Ils n'ont aucune expérience avec ça. Les États-Unis, tout au long des 10 ans de la guerre du Vietnam, qui est qu'il, encore un événement historique majeur vous savez, pour les États-Unis. Il a perdu en tout, ou plutôt subi, environ 350 000 pertes en 10 ans, dont 58 000 tués. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que je vois un général américain dire quelque chose sur les combats, retournez à l'école, apprenez la vraie histoire militaire et l'histoire opérationnelle. Et donc, ils ne comprennent pas l'ampleur de la tâche qu'ils se sont infligée en tuant essentiellement. Nous savons maintenant que c'est plus de millions de tués au combat du côté ukrainien. Et donc, oui, nous avons tout le remodelage violent du monde et de la nouvelle structure, même la structure géopolitique, et nous voyons les changements tectoniques civilisationnels. Et c'était attendu, en fait, c'était prévu si vous regardez attentivement. Et surtout, même avant 2014, lorsque la Russie a repris la Crimée et toute l'affaire, vous savez, avec Victoria Nuland et ces imbéciles du département d'État, s'est déroulé. Déjà, alors si vous écoutez tous ces, vous savez, compte rendu de leur réunion au Conseil de sécurité ou toute autre, par exemple, plateforme qui étaient des plateformes publiques de Valdez, tout le monde parlait, non seulement Vladimir Poutine ou Lavrov, mais les militaires parlaient de l'entrée dans une situation extrêmement volatile, qui sera volatile pendant un certain temps jusqu'à ce que tout se stabilise. Et comme vous l'avez correctement déclaré, oui, si les États-Unis décident de faire quoi que ce soit concernant la Russie, ce qui ne semble pas être le cas, alors oui, nous allons nous retrouver avec une civilisation complètement disparue. Donc, et c'est ce que nous avons actuellement, ce remodelage de l'ordre mondial, mais il n'est pas remodelé comme l'Occident uni l'espérait, et c'est pourquoi ils sont désespérés, surtout l'Europe. Et Oui, je pense, vous savez, étrangement, cela signale, maintenant, certains peuvent ne pas le voir de cette façon. Cela signale une reconnaissance de la défaite. Pour les États-Unis, à mon avis, cela signifie que, vous savez quoi, il n'y a rien que nous puissions faire en Europe, nous ne pouvons pas, nous, l'Ukraine est perdue. C'est fini, c'est terminé. oui, Il n'y a pas de raison parce que, vous savez, aussi critique et important que l'Empire américain ait vu cela, il est évident qu'ils vont mettre leur ré. Vous savez, j'ai eu un professeur une fois qui a dit comment épeler engagement, ARGNT. Montrez-moi où quelqu'un met son argent ou ses ressources ou quoi que ce soit et je vous montrerai où se trouve son engagement. Il est évident, si vous êtes en Europe en ce moment, si vous êtes en Grande-Bretagne, peu importe où vous êtes, il est évident qu'ils ne sont plus engagés envers vous. Les États-Unis sont bons pour perdre des guerres. C'est ce que les Anglais, les Britanniques et les Européens, les États-Unis perdent des guerres tout le temps. Alors quand ils perdent une guerre, ils se disent « Oh, nous en avons perdu une autre. » Et regarde, Venezuela, allons par ici. oui, non. C'est ce que font les États-Unis. Et ils reconnaissent simplement « Zut, nous en avons perdu une. » D'accord, eh bien, nous pouvons prendre ce pays. Ils sont petits, nous pouvons genre kidnapper quelque chose. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont rapides à célébrer et à dire « D'accord, Garland, ça fait 28 heures, j'ai déjà vu des manières de mission accomplies, nous n'avons aucune idée de comment cela va se passer. Nous verrons, mais Nous allons jeter un œil, oui, le conflit européen maintenant, c'est ça, c'est fini, c'est terminé, c'est fait, c'est juste. et c'est juste que la Russie peut faire ce qu'elle veut. Ils ont reconnu que la Russie peut faire, la Russie fera ce qu'elle veut. Je pense que c'est une reconnaissance de cela. Il y avait des gens qui comprenaient cela, évidemment. Ce n'est pas qu'ils soient complètement imbéciles là-bas, bien que même Trump ait compris que Kellogg, comme il l'a cité, est un idiot. D'accord, donc voilà, même Trump le comprend, vous savez, et bien sûr, vous avez maintenant ce gars qui est le président des chefs d'état-major interarmés. Il est pilote d'un 16, mec, obtient la véritable éducation militaire. Je comprends qu'ils lui ont appris à piloter un avion de chasse, mais il dit que les Russes sont faibles et incompétents. Eh bien, déployez l'armée des États-Unis, voyez par vous-même ce qui va se passer. Vous savez donc, mais ils ne sont bons qu'à purger l'air chaud en termes de combat de la vraie guerre soutenue à l'échelle continentale là-bas, ils ne savent pas avec quoi ils ont affaire. Et donc, vous avez ce nouveau mec, vous savez qui est Kane, et si vous regardez ces généraux américains, ils ne peuvent même plus être respectés professionnellement. Ce sont, et je ne parle pas seulement des généraux retraités, regardez les Donahue, vous savez, le mec Kaboul, Aguda, vous savez, bon sang, ce sont les personnes qui ont causé la mort de 2 millions de membres des forces armées ukrainiennes avec leurs homologues britanniques. Donc je veux dire, si vous êtes si bon, comment avez-vous réussi à faire ça? Je veux dire, ils ont réussi à faire cela
qui vous dit sur les qualités professionnelles de ces personnes qui ne savent pas ce que sont les vraies opérations et les opérations interarmes. Et la seule chose qu'ils savent, c'est essentiellement Hollywood. Et comment? Oui. Oh oui, nous ferons voler notre aviation. D'accord, bien sûr. Avez-vous volé? Avez-vous déjà volé contre des forces aériennes de premier ordre, sans pas la meilleure défense aérienne au monde? Bien sûr que non. Ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Et c'est comme, vous savez, les Américains ne comprennent pas. Je veux dire, j'écoute Egg 7 et ses gars. Oui, nous avons fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Aucun autre. C'était l'une des plus grandes choses. Personne n'a le pouvoir de faire ce que nous avons fait et personne n'a la capacité, la compétence et tout ça. Et je me dis, s'il y avait un S-400 là-dedans, un S-300. Vous savez, s'il y avait eu un S-400 sur place, aucun avion n'aurait pu passer. Et ils avaient des complexes de défense aérienne. Ils étaient éteints. Mais ils n'étaient pas allumés. Oui, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Si ce n'était pas. Maintenant, Si les Russes étaient là-dedans à faire fonctionner un S-400, vous pouvez le faire contre. Vous savez, c'est comme moi m'approchant d'eux. Exet a dit. N'oubliez pas qui est Exet. Il est un officier subalterne sans véritable formation militaire sérieuse. Il est le gars qui était dans les forces spéciales, vous savez, tuant les vétérans afghans et les moudjahidines avec qui a la puissance de feu d'un RPG et improvise, vous savez, des dispositifs explosifs. Je veux dire, ce n'est même pas drôle. Vous savez, l'armée des États-Unis n'a pas un seul militaire qui sait vraiment ce qu'est la vraie guerre, ou vous, alors que vous avez la moitié de votre unité anéantie en 20 minutes. Vous savez, donc, et oui, les opinions de Exet sur cette question sont juste celles d'un amateur. Et j'en ai assez de ça. Oh oui, nous avons été en Irak, 3 déploiements en Irak. Contre qui? Contre des civils essentiellement. Tas de gars qui ne savent pas tirer droit. Seul l'Afghanistan, c'est moudjahidines, certains portant probablement encore des fusils à chargement par la bouche. Vous savez, donc c'est juste comme, c'est la vraie guerre. Si vous ne voulez pas apprendre, oui, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous vanter. Le bilan de guerre des États-Unis est essentiellement lamentable. Ils perdent toute leur guerre, pour l'amour de Dieu. Et pourtant, ils continuent à aller et à s'enorgueillir. Donc, et c'est toute l'histoire. Ils ne sont en rien comparables à la capacité militaire de la Russie aujourd'hui, et c'est l'une des choses qui les rend fous, parce qu'ils ont ce complexe d'infériorité. Et c'est un site de guerre. Plus vous vous vantez, plus vous montrez votre insécurité, car il n'y a pas un seul officier ou soldat américain qui ait jamais combattu pour défendre son pays. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie, ils n'en ont aucune idée, cela n'a aucun ancrage culturel pour eux, encore moins sur le plan de, comme je l'ai déjà dit, la technologie militaire et les forces armées des États-Unis sont désormais obsolètes. Et donc, c'est ce qui les motive. Ils ont toujours besoin de quelque chose à montrer. Oh oui, regardez ça, mission accomplie. Bien sûr, vous avez adhéré à cela. Et comme je l'ai déjà dit, les forces armées vénézuéliennes pourraient aussi bien aller se suicider parce qu'elles se sont déshonorées pour le reste de leur existence, vous savez, et elles ne peuvent vraiment pas, vous savez, se racheter de cela. C'est pareil pour les Irakiens ou l'armée syrienne. Ils ont trahi. Oui, je comprends qu'il y avait des difficultés et des choses de cette nature là-bas, mais ils ont vendu leur gouvernement. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, j'ai dit une chose très désagréable pour le Sud global. Le Sud global ne va pas prendre parti. Ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Le Sud global, le Sud essaiera de s'asseoir sur 2, 3, voire 5 chaises simultanément. C'est un comportement normal pour les pays. Donc chaque fois que les gens disent ça, oh oui, eh bien, ils attendent juste de voir qui va gagner. D'accord? Et une fois que la victoire sera signée, ce qui arrive, soit dit en passant, alors ils décideront où ils placeront leur loyauté. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je ne sanctifie pas, ou vous savez, je n'ai pas cette, vous savez, attitude envers le Saint-Sud. Je comprends les luttes de ces gens là-bas, je sympathise avec eux. Parfois mon cœur se brise pour eux, vous savez, mais ne mettons pas, vous savez, en gros, une sorte de halo divin autour d'eux. Ce sont aussi des gens pratiques et ils attendront de voir qui va gagner. C'est aussi simple que ça, et après cela, il y aura ces loyautés. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi je pense, et beaucoup de gens m'ont interpellé. Eh bien, qu'en est-il, vous savez? Vous ne couvrez pas la question israélienne ou non, ce que je fais. Ou vous ne couvrez pas cela, le Sud global, et vous ne couvrez pas l'AF ou quoi que ce soit. Je crois que nous vivons une période de changements mondiaux où de nouvelles puissances mondiales émergent et d'anciennes puissances mondiales déclinent, n'est-ce pas? Et que le conflit en Ukraine est le conflit déterminant de cette époque. Absolument. Parce que les États-Unis et les puissances existantes se sont tous réunis et ont dit « Nous allons éliminer la Russie ». Ils ont tout mis dedans et ils sont en train d'être vaincus. Et
Et quand ils seront vaincus en Ukraine, ce sera la question déterminante de cette époque parce que, vous savez, d'accord, c'est bien que Loukachenko l'ait découvert, beaucoup de gens l'ont découvert, d'accord. Nous allons essayer d'être d'accord avec la Russie et d'accord avec les États-Unis. C'est la position de Poutine. Il était intelligent. Il était intelligent. Il a dit, d'accord, eh bien, vous savez quoi? Je vois que je ne peux pas faire ça. Je vais aller dans cette direction. Beaucoup de gens le découvrent. Quand le conflit en Ukraine sera terminé, alors beaucoup de gens vont dire, vous savez quoi? La Russie est la victorieuse. La Russie est la véritable puissance ici. Oh, cela se passe déjà. Et beaucoup de gens vont passer un coup de fil. Cela se passe déjà. Et ce sera à Moscou. Oui, c'est déjà le cas. Et ce ne sera pas à Washington. Oui, cela se passe déjà. Et le fait est que 80% du pétrole vénézuélien était destiné à la Chine. Eh bien, les Russes regardent cela et disent d'accord. Devinez qui la même chose que ce qui s'est passé avec le Comac 919, qui n'est pas vraiment un avion chinois. C'est essentiellement un avion occidental avec de merveilleux nouveaux moteurs de, vous savez, General Electric et Safran, et vous savez, des choses de ce genre. Et vous regardez cela, et puis soudain, évidemment, ils ont arrêté, ils ont imposé des sanctions, notamment sur la partie la plus importante de l'avion, qui est les moteurs. Que fait la Chine? Oh, ils appellent immédiatement Moscou. Qu'en est-il de CPD-14? Les Russes, vous savez, Chemezov sort et dit « Oui, si besoin, nous pouvons le fournir. Vous payez juste, plus de gratuité. » Vous savez quoi? L'Union soviétique l'a fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez? Donc c'est... Oui. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et oui, vous avez absolument raison là. Ce n'est pas vraiment l'Ukraine. C'est le conflit Russie-Ouest. C'est la réalité. Nous devons appeler les choses par leur nom. Les États-Unis ont été embarrassés militairement là-bas et ont opéré avec notamment, comme je l'ai déjà dit, une technologie qui est en retard à bien des égards. Sans parler du fait qu'opérationnellement, ils ne sont même pas dans la même ligue. Vous ne pouvez même pas comparer cela. Et par conséquent, nous voyons ce qui se passe. C'est comme, vous savez, cette fameuse patte de chat ou peu importe qui sort de sous la porte, et puis vous la frappez avec la pantoufle, et ensuite c'est exactement ce qui se passe, c'est évidemment à l'échelle historique. Et donc, c'est pourquoi il est très intéressant, sera très intéressant d'observer comment et si, quel que soit le noyau des forces armées vénézuéliennes, vont gérer cela, parce qu'évidemment, en Syrie, vous avez vous-même vu ce qui s'est passé. Je veux dire, et vous vous souvenez probablement de cette fameuse vidéo où les deux gars russes roulent vers la ligne de front, et il y a essentiellement colonne après colonne de l'armée syrienne qui lâchent simplement leurs armes et fait demi-tour. Et il y a des grossièretés et vous savez ce genre de choses. Et on nous a donné des mensonges pour cela, vous savez? Donc allez vous faire voir. Et donc nous verrons. Et c'est la grande nouvelle pour aujourd'hui, mais ce qui va se passer dans une semaine, sans parler des mois, nous devons attendre et voir. Nous venons juste de... Je ne suis pas Cassandre, et surtout je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, vous savez. Je sais juste que oui, c'est l'arrière-cour de l'Amérique, et les États-Unis feront de leur mieux pour contrôler les systèmes politiques là-bas, et peu importe comment ils le font, il semble qu'ils n'ont jamais été capables de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est donc qui ils sont. Vous savez, que puis-je dire? Oui, oui, oui. Le temps le dira. Nous verrons ce qui se passe. Mais merci beaucoup, André. Je l'apprécie vraiment. Je pense, comme le point de vue, vous savez, je regarde ça, leur injustice est là. Je vais en faire le rapport et je vais Oui, nous le ferons tous. Oui, prendre ma part et dire, ce sont des injustices et le mal est mal, mais je suis toujours concentré sur le conflit en Ukraine parce que je crois. je le suis absolument. C'est dans mon cœur, c'est le conflit déterminant dans ce monde en ce moment parce que A, le potentiel nucléaire que nous Oui, c'est vrai. ne pouvons jamais ignorer et B, parce qu'une fois que l'Occident est vaincu, le monde entier va changer à mon avis. Eh bien, Le monde entier change une fois qu'ils sont vaincus. c'est le plus grand conflit après la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous savez quoi? Je vais dire ceci. Je pense que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas. Je le vois comme ça. Les nazis ont été vaincus. Ils ont reconstitué ce mouvement nazi pour s'en prendre pour s'en prendre. Attaquez-les. Oui. Les Russes l'ont écrasé. Et ils ont pris ce qu'il en restait et ils l'ont mis en Ukraine et ils l'ont un peu nourri et ils l'ont maintenu en vie. Et maintenant, ils l'ont nourri et ils ont dit, d'accord, nous vous avons préparé. Nous vous lancerons une fois de plus contre les Russes. Et les Russes vont l'écraser une fois pour toutes. Donc pour moi, c'est la conclusion de la Seconde Guerre mondiale parce que ce sont les nazis. Eux-mêmes, toute l'iconographie, tout le verbiage, tout de la Seconde Guerre mondiale, les insignes et tout ce qui concerne les nazis de la Seconde Guerre mondiale.
Il se voit comme l'itération moderne des nazis. Donc, je vois cela comme la position de l'Europe était que nous n'avons jamais fini. Nous avions encore un coup à jouer en Ukraine avec ces nazis et les Russes vont les écraser une fois pour toutes. Et c'est, à mon avis, la finalité de la Seconde Guerre mondiale. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis d'accord. Réconfort final de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Exactement. Très bien, tout le monde. Vous pouvez aller sur Reminiscence of the Future, c'est le blog très important d'André. Vous pouvez aller voir son incroyable émission YouTube. Ça s'appelle Smoothie X12. Bien sûr, maintenant son. Vous pouvez aller sur Reminiscence of the Future ou Smoothie X12. Qu'est-ce que c'est? Blogspot.com, peu importe le cas. Vous pouvez trouver toutes ses bonnes œuvres et les suivre. Assurez-vous d'aller sur sa chaîne. Assurez-vous de vous abonner et de le soutenir de toutes les manières possibles. Merci beaucoup, André. J'ai hâte de discuter à nouveau bientôt et je suis sûr qu'il y aura. Il y aura beaucoup de villes dont je n'arrive pas à prononcer le nom qui seront tombées avant notre prochaine conversation. Au revoir. D'accord, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas la chose la plus importante. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les